Bonjour à tous, merci beaucoup d'être si nombreux pour entendre parler de cet art soviétique et de ce qui se passe en URSS dans les années 1920-1930. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des albums pour enfants. Alors j'ai ciblé un petit peu autour de la notion de propagande par rapport au projet initial, mais ça précise un tout petit peu le titre que j'avais donné au préalable. Cette idée de la propagande à l'attention des enfants s'est effectivement développée ces dernières années, pas forcément uniquement dans le domaine visuel. Donc on a eu les travaux de Thierry Crépin sur la presse enfantine ou un ouvrage sur la militarisation des enfants aux États-Unis, par exemple, pendant les deux guerres mondiales. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la propagande visuelle, j'ai noté plutôt des travaux autour d'études de cas, à ce jour en tout cas, pour l'Allemagne nazie. On a Ralph Kaisers qui a publié un ouvrage en 2010 sur 4 livres illustrés pour enfants publiés en Allemagne dans les années 1930. Et puis, il y a eu un projet à l'université de Princeton, auquel j'ai été aussi un peu associée, sur le communisme expliqué aux enfants. Donc il y avait aussi des études de cas sur des ouvrages pour enfants. Il y a eu deux journées d'études, 2 colloques successifs qui ont été organisés dans ce cadre-là. Donc effectivement, en URSS, le livre illustré pour enfants occupe une place assez centrale, avant même la fondation de l'URSS, dès le 19e siècle, comme ailleurs en Europe d'ailleurs. Le livre de loisirs est perçu comme un support d'éducation civique, morale et politique. Et donc très vite, les bolcheviks vont afficher leur volonté d'en faire un support de propagande important. Donc les bolcheviks vont distinguer plus ou moins dans leur pensée l'agitation, qui est une forme de campagne ponctuelle qui doit se traduire par des résultats concrets et à très court terme, de la propagande, qui est quelque chose de longue haleine. Donc ça a une visée beaucoup plus éducative, et ça vise davantage à la diffusion des idées, à la prise de conscience de son appartenance au collectif. Et il y a l'éducation politique, là, qui va vraiment favoriser le développement de la raison individuelle, encore une fois, cette agrégation consciente à la collectivité, qui est le lieu du savoir et du savoir-vivre. Alexandre Zoumf en parle très bien dans ses travaux. Donc, ce qui ressort quand même dans ces termes d'agitation, de propagande, d'éducation politique, ce sont des termes comme raison, conscience, savoir, des notions qui sont plus évidentes sans doute pour les adultes que pour les enfants, donc plutôt pour les jeunesses, même à partir de 14 ans, à partir du moment où les jeunes entrent dans les komsomol. Donc la question de la politisation de l'enfant se pose. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'adresser aux enfants, sachant que dans la pensée russe, traditionnellement, on a un primat littéraire extrêmement dominant. Et donc on passe beaucoup par l'argumentation, par le texte écrit, et l'image a souvent un rôle annexe. Et ça perdure malgré ce qu'on peut imaginer encore en URSS. La littérature reste le centre d'intérêt et le centre de préoccupation principal. Les écrivains vont être les premiers mis à contribution. On va avoir très vite une union des écrivains en 1934 qui va être formée. Il faut attendre 1957 pour les arts plastiques. Donc l'image est importante, mais elle garde un rôle secondaire par rapport à la littérature. Donc on a une vraie tradition de l'argumentation, du texte écrit, de la lecture, du fait de convaincre par le texte. Et l'image a une place un petit peu particulière. Mais évidemment, quand on s'adresse aux enfants, l'image devient assez centrale. Et on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut politiser l'enfant, puisque ça pose quand même un certain nombre de questions, et comment est-ce qu'on va pouvoir adapter pour les enfants des sujets politiques en tenant compte de leur âge. Alors je souligne le « en tenant compte de leur âge » puisque c'est ce que j'aimerais un petit peu développer avec vous aujourd'hui. Enfant, ça va de 3 à 14 ans. Alors évidemment, avant c'est bébé, 0-3 ans c'est bébé, et puis on est enfant, petit enfant de 3 à 5 ans, et puis on est enfant en âge préscolaire de 5 à 7 ans, et puis enfant en âge scolaire à partir de 7 ans. Alors on est d'abord enfant dans les premières sections, donc de 7 à 8 ans, ensuite 9-10 ans, et puis ensuite, donc 8, 7, 9 ans, ensuite 10, 11 ans, 12, 13 ans, et après on bascule chez les komsomol si on se réfère par exemple aux organisations pour la jeunesse communiste. Donc avant les komsomol, on a les pionniers à partir de 7 ans, et encore avant les octobristes, donc là à partir de 5 ans, pour les 5-7 ans, pour les enfants en âge préscolaire. Donc on a différentes tranches d'âge avec évidemment à chaque fois des compétences, des capacités aussi bien cognitives que perceptives extrêmement différentes. Donc bien sûr,
à partir des années 20, on va commencer à interroger la notion de tranche d'âge. C'est aussi beaucoup lié à toute la psychologie et tous les courants de psychologie qui se développent à partir de la fin du 19e siècle, où on va commencer à penser le développement de l'enfant et les stades de développement de l'enfant. On commence à penser en termes de stades de développement. Donc voilà, ça s'applique évidemment à tous les supports que l'on va vouloir créer et diffuser auprès des enfants. Et c'est une réflexion très lente, très progressive, qui va s'appliquer également aux images et en particulier aux livres illustrés. Donc la période dont je vais vous parler, donc cette réflexion sur l'image pour les enfants en fonction des tranches d'âge, ça commence vraiment à émerger plutôt dans les années 20. Et la période dont je vais vous parler aujourd'hui est celle du premier plan quinquennal, donc des années 1928-1932. Ça paraît peut-être un peu restreint, mais en fait il y a 3 raisons pour lesquelles il est à mon avis important de s'intéresser à cette période. D'abord, c'est vraiment de façon générale, enfin ça fait une 4e raison, mais de façon générale, c'est vraiment une période de transition très importante. Habituellement, on considère qu'on a une grande liberté dans les années 20 et puis qu'en 1928, Staline prend la tête du comité central du parti, la chape de plomb s'abat, réalisme socialiste à partir de 1932 et chape de plomb dans les années 30. Les choses sont évidemment plus complexes et plus nuancées que cela, mais la période 1928-1932 est très importante. C'est vraiment celle du tournant. C'est à ce moment-là que l'ancienne génération va reculer, la nouvelle génération va arriver à des postes clés et on va poser les jalons de ce qui sera effectivement l'organisation de la vie artistique et du système culturel des années 30 dans cette période. Donc, les 3 raisons pour lesquelles je retiens cette période aussi aujourd'hui, c'est d'abord que cette période correspond au premier plan quinquennal. Donc, à ce moment-là, on a un fort besoin de propagande et d'agitation. On a un gros besoin d'images, de propagande et d'agitation pour soutenir le plan, évidemment. La deuxième chose, c'est que le secteur du livre illustré pour enfants connaît une forte expansion à ce moment-là. Justement, c'est relié à ce gros besoin. Il y a une multiplication des titres, une augmentation des tirages, de nouvelles formes de livres pour enfants apparaissent. On va voir un exemple. Et la troisième raison, c'est que, qui est liée en fait à la deuxième, qui en est peut-être même la cause, c'est que l'organisation du système éditorial, comme l'ensemble du système culturel, est vraiment réformée et on va vers une centralisation assez forte du système éditorial et de l'ensemble du système culturel à ce moment-là. Donc c'est une grande période de réforme et c'est assez important. Donc ce qu'il faut retenir et la façon dont on va aborder les choses ici, c'est que l'éducation, pour la pensée bolchevique en tout cas, n'est pas du tout considérée comme un facteur d'épanouissement personnel, mais plutôt comme un moyen d'augmenter la contribution de chacun à la construction du socialisme. Donc il faut développer pour ça des apports, il faut donner à l'enfant des apports cognitifs, c'est-à-dire des connaissances, des acquisitions de savoir, des techniques de construction, donc c'est vraiment savoir et savoir-faire aussi, pour pouvoir participer à la construction de cette nouvelle société et donner aussi à l'enfant des connaissances sur l'idéologie communisme. Et puis, il y a des apports que je dirais éducatifs, c'est-à-dire qu'il faut développer un certain nombre de valeurs morales, civiques, politiques et inviter à l'action. Donc il faut à la fois que l'enfant comprenne le communisme, ce qui n'est pas forcément évident en fonction de sa tranche d'âge, et puis qu'il développe des qualités qui feront de lui un constructeur du communisme et un bon communiste. Donc pour cela, on va essayer d'agir et on va essayer de proposer des livres adaptés à l'âge des enfants en fonction de cette tranche d'âge. Donc, j'ai essayé de voir quelle propagande visuelle pour quels enfants. Et on va voir ensemble que ça ne va pas du tout de soi de proposer des choses évidemment adaptées à ces tranches d'âge. Donc il y a des grandes réflexions sur ces sujets, du côté des pédagogues, du côté des psychologues, des artistes, des éditeurs, et tout le monde y va de sa réflexion. On mène des études sur la façon dont les enfants perçoivent les images, sur la façon dont les enfants comprennent les images, sur la façon dont les enfants, quels sont les goûts des enfants. Il y a beaucoup d'études de lectorat aussi dans les années 20 qui se développent. Donc, qu'est-ce que les enfants aiment? Et on essaye de voir comment ils réagissent à ces sujets politiques, de voir ce qu'on peut leur proposer en fonction de leur âge. Donc, j'ai essayé d'interroger un corpus d'une quinzaine d'ouvrages pour l'instant relatifs au premier plan quinquennal et à travers le prisme d'une série de questions. Donc d'abord la place de ces livres dans la production éditoriale en général. C'est un nouveau projet, donc ce sont plus des pistes de recherche pour l'instant qu'autre chose, mais je vous donnerai déjà les éléments de réponse. Donc la place de ces livres dans la production éditoriale à ce moment-là, la façon dont ils sont diffusés auprès de qui,
De quoi parlent ces livres, quels sont leurs sujets, à qui est-ce qu'on s'adresse et comment on parle de ces sujets selon le public visé. Voilà. Et que dit la critique, la réception critique de ces ouvrages. Donc quelques éléments d'abord sur la place du livre dans la production éditoriale de l'époque. La première chose, c'est qu'il y a effectivement dans les années 20 un clivage assez fort entre les éditeurs privés qui sont à nouveau autorisés à s'organiser après la fin de la guerre civile au moment de la NEP, donc à partir de 1922. Donc on a des éditeurs privés et puis on a les éditeurs publics, donc les éditions d'État. Donc les éditeurs privés ont des gros tirages, pas forcément beaucoup de titres, mais ont des tirages très forts. Ils arrivent à produire des livres qui coûtent relativement peu cher et ils visent principalement le marché privé. Donc ce sont des livres qui ont généralement plutôt du succès, on va dire, enfin en tout cas pour certains d'entre eux, avec une réflexion artistique intéressante et beaucoup d'artistes d'avant-garde qui participent ou formés par les avant-gardes, qui participent à l'édition de ces petits livres très courts, voilà, et qui sont édités plutôt pour le marché privé et qui sont plutôt destinés aux petits-enfants. En fait, donc sont avec très illustrés, des livres très illustrés. Et puis on a le marché public, les éditeurs publics qui ont des tirages moindres, qui ont plus de titres souvent et qui visent plutôt les marchés publics, c'est-à-dire les écoles, les organisations communistes comme celle des pionniers ou des Komsomol, les bibliothèques. Et c'est difficile pour ces éditeurs publics qui, à ce moment-là, produisent finalement des brochures politiques pour enfants sur le même modèle que les brochures politiques pour adultes. Donc ça rencontre assez peu d'engouement. En 1927-1933, on commence à centraliser, à nationaliser. Donc on va faire fermer les éditeurs privés, on va récupérer le personnel et on va rassembler tout ce petit monde au sein des éditions d'État avec cette idée qu'il faut augmenter les tirages, baisser les prix, avoir un grand nombre de titres, améliorer la qualité parce qu'on se rend compte que décidément c'est quand même pas ça. Et à ce moment-là, au moment du premier plan quinquennal, compte tenu du contexte, on souhaite politiser davantage les sujets des livres pour enfants qui sortent. Et ça, c'est vraiment une constante qu'on observe dans l'ensemble du système culturel soviétique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes durant lesquelles on a des demandes thématiques assez fortes pour politiser les sujets. C'est pareil dans la peinture, donc c'est pareil dans le livre pour enfants, et ce sont des périodes qui correspondent à des campagnes d'agitation. Donc, par exemple, pour le premier plan quinquennal, on va retrouver ça aussi au moment de 1936, quand il y aura dans le domaine pictural une campagne contre le formalisme. Donc, il y a différentes périodes un peu clés où on va remonter au créneau en disant il faut politiser davantage les sujets des livres et arrêter de parler uniquement de la vie quotidienne, de peindre des petites fleurs et des natures mortes et des paysages avec des bouleaux. Donc ça revient périodiquement, ce qui veut bien dire que ça n'est pas du tout acquis et que ça reste problématique. Donc on a à ce moment-là, en 1929, pour vous donner un exemple, en 1929, pour les éditions d'État, sont publiés 1533 titres. Et sur ces 1533 titres, il y en a 21 sur le plan quinquennal. Et il y a un tiers des titres qui concernent la vie quotidienne. Donc on voit qu'on est en fort déséquilibre, évidemment, par rapport au sujet politique tant attendu. Donc pour les années 1930-1931, c'est encore en cours d'étude, mais voilà pour les premiers chiffres et affiné aussi en fonction des tranches d'âge. La question de la diffusion, alors c'est une question qui est l'une des plus difficiles en matière de recherche à élucider. Puisque ça pose un évident problème de source. Donc la question de la diffusion est loin d'être simple et pour l'instant ce qui est visible d'après les expériences, d'après la lecture de la presse à la fois générale et spécialisée en pédagogie par exemple, c'est que la diffusion est compliquée. On a par exemple des expériences qui sont créées comme le théâtre de marionnettes du livre pour enfants qui est créé en 1929 par Kharlatov et qui est l'ancien directeur de théâtre pour enfants, qui est nommé à la tête des éditions d'État. Et donc, il va proposer des livres pour enfants lors des tournées de théâtre. Il y a vraiment une idée on a des livres politiques, ça se vend pas, ça se vend pas, ça se vend pas. Il faut qu'on trouve des débouchés, il faut qu'on arrive à les écouler. Donc, on utilise les pièces de théâtre. Dans les années 30, on aura un avion des livres pour enfants, donc en essayant d'atteindre des points plus reculés du territoire. Et ce qu'on voit très bien dans les photos de presse et ce qu'on lit aussi dans les mémoires pour l'instant, c'est que dans les campagnes, dès qu'on sort de Moscou et de Saint-Pétersbourg, on trouve seulement des anciennes éditions de contes et les livres soviétiques qui sont publiés à ce moment-là ne parviennent pas jusque-là. Donc la question de la diffusion est très problématique.
Donc on voit ça dans les photos et dans les mémoires en particulier. Et dans les études de lectorat aussi, quand on a des études de lectorat dans les provinces. Sachant que les études de lectorat ne sont pas très surprenantes, puisqu'en général, ce qu'elles livrent lorsqu'elles s'intéressent au genre, c'est que les garçons préfèrent les livres d'aventure et les filles des récits sentimentaux. Donc, c'est pas parce qu'on est en URSS que tout le monde va vouloir lire un bouquin sur Lénine. Donc, c'est assez classique comme observation. Donc, il y a une typologie des livres que j'ai essayé de distinguer pour l'instant. Il y a d'abord cette série, cette première collection donc, qui apparaît, qui est nouvelle en 1930. C'est une collection chez un éditeur d'État qui s'appelle donc la collection des livres de choc. Et là, on est vraiment sur l'idée de reprendre ce qu'il y a dans les journaux, donc vraiment des thèmes d'actualité, de les expliquer aux enfants. Mais finalement, c'est un petit peu ce qui perdure des brochures politiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les brochures politiques des années 20 qui étaient identiques pour les enfants et pour les adultes. Donc on retrouve un peu ça décliné dans cette série sur les livres de choc. Il faut faire auprès des enfants la propagande des événements de la vie politique et sociale. Donc on retrouve dans les journaux, on va avoir des sujets comme les discours de Lénine, de Staline, les expéditions polaires, les succès de l'aviation, la collectivisation et surtout l'industrie et les grands chantiers du premier plan quinquennal. Donc ça, c'est pour cet aspect-là et ce côté brochure politique qui perdure. On a aussi, à ce moment-là, des anciens principes, donc des principes d'ouvrage qui sont déjà là très présents dans les années 20 et qui vont être adaptés à différents thèmes qui sont relatifs au premier plan quinquennal. Donc c'est ce qu'on appelle par exemple le livre de production. C'est développé par les éditions d'État à partir de 1930 seulement, en particulier pour les 8-10 ans, pour les 7-10 ans. C'est l'idée qu'un livre va montrer et expliquer le processus de production. Comment est-ce qu'on produit des bottes? Comment est-ce qu'on fait de la vaisselle en porcelaine? Comment est-ce qu'on ramasse le thé dans les kolkhozes? Enfin, comment est-ce on ramasse les feuilles pour en faire ensuite du thé que l'on va boire? L'usine de viande, comment on fait le pain? Voilà. Donc c'est le livre sur le processus de production. Dont on observait déjà des traces dans les années, qui étaient déjà présents dans les années 20. On a aussi le livre technique. Donc là, avec le fonctionnement de telle ou telle machine, comment fonctionne un tracteur, comment est-ce que c'est fabriqué, quelles pièces on a. Donc là, pour des enfants un petit peu plus âgés, on a les imagiers. Pour les plus jeunes, donc j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé qu'un, donc à voir si effectivement c'est quelque chose qui est particulièrement développé ou non. Donc on a les imagiers, comme celui-ci de Tambi, Que construisons-nous ? Donc là aussi à partir de 7 ans, avec donc on propose, c'est pas uniquement sur le premier plan quinquennal, mais essentiellement, on propose à l'enfant d'identifier les éléments du nouveau mode de vie moderne, donc qui arrive en URSS avec les moyens de transport, les entreprises, les usines, etc. Et à chaque fois, on a une double page qui est consacrée donc aux moyens de transport avec des vignettes agencées autour d'une grande illustration centrale comme ici, et on représente les différents types de wagons, d'engins, et on a des lignes réservées à l'enfant pour qu'il réponde à des questions qu'il indique les moyens de transport déjà utilisés, les automobiles qu'il a vues, les routes existantes près de chez lui. Voilà. Donc c'est presque à mi-chemin avec quelque chose qu'on pourrait utiliser dans un contexte plus scolaire. Et puis il y a les livres, donc là je parle essentiellement des livres de loisirs en fait, même si parfois la limite est mince avec le livre scolaire. Et il y a ensuite donc les livres consacrés à un chantier du plan en particulier, sur la construction du barrage sur le Dniepr, par exemple. Donc là, il y en a plusieurs. On en a d'autres. Est-ce que j'en ai là? Oui, voilà. Donc sur le Turksib, qui est ce chemin de fer, la ligne de chemin de fer qui relie l'Asie centrale à la Sibérie, qui est commencée en 1926 et qui est achevée en 1931, et qui doit donc favoriser le développement du Turkestan et les rapports avec cette région. Donc il y a tout un tas d'autres ouvrages sur les sites métallurgiques et le bassin houiller d'Ukraine. Donc voilà, on a différents comme ça livres consacrés à un chantier en particulier. Et on a également, c'est un autre exemple sur Magnitogorsk. Et puis, on a enfin les livres inventaires, ce que j'ai appelé les livres inventaires, c'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire des grands chantiers ou des différents secteurs du premier plan quinquennal et on va proposer successivement une sorte de panorama de ces secteurs et de ces grands chantiers.
Donc, ce qui est évident, rien qu'avec cette petite revue, c'est qu'on n'a pas vraiment de livre sur le plan quinquennal ou sur ce genre de sujet pour les enfants de moins de 7 ans. Donc effectivement, c'est à partir de l'âge de 7 ans, quand l'enfant commence à devenir lecteur, qu'on va pouvoir commencer à lui parler de ça. Les psychologues et les pédagogues qui ont travaillé là-dessus ont établi qu'en fait, selon les tranches d'âge, l'enfant avait différents centres d'intérêt. Donc par exemple, ils ont expliqué qu'entre 3 et 5 ans, plus l'enfant est petit, en fait, et plus les centres d'intérêt de l'enfant sont situés dans son environnement immédiat. Donc un enfant de 3 à 5 ans va être intéressé, va découvrir le monde par le toucher, par les sens d'abord, donc par sa bouche aussi. Donc il est intéressé par tout ce qui se trouve à proximité, à portée de main dans son quotidien. Donc on va faire des livres illustrés, on va lui proposer des images sur les objets qui l'entourent directement. Sinon, ce sera complètement incompréhensible pour lui. C'est un enfant qui est surtout intéressé, qui est encore intéressé par tout ce qui a trait à la motricité. Donc on peut faire des livres sur des objets qui bougent, éventuellement sur des moyens de transport, sur des choses en tout cas qui font du bruit et qui bougent, comme les autobus, les tramways, les animaux de compagnie. Alors évidemment, les pédagogues expliquent qu'il ne faut pas se contenter de ça, mais qu'on peut choisir des objets qui sont socialement signifiants également. Voilà. Et puis, ils préconisent aussi le livre humoristique avec des répétitions de sons et de rythmes pour les textes. Donc là encore orienté vers la question du mouvement également. Et ils expliquent bien que tous les livres sur la révolution sociale ou sur le communisme ou sur ces choses-là, c'est encore très compliqué pour des enfants de cette tranche d'âge. Donc, la seule chose qu'on peut retenir, c'est le thème de la fête. Fête, alors révolutionnaire ou non, du coup, mais plutôt révolutionnaire si possible, parce que ça inspire la joie et donc on a besoin de cette gaieté et ça rejoint l'activité des enfants eux-mêmes. Donc comme l'enfant est très loin justement de ces sujets éloignés et qu'il est vraiment dans l'ici et maintenant, c'est compliqué de s'adresser et de parler du premier plan quinquennal à ces enfants-là. Donc on a un petit peu plus de possibilités selon les pédagogues pour les enfants d'une tranche d'âge de 6-8 ans. On va pouvoir commencer à passer du proche au lointain à ce moment-là et donc à parler pas seulement des animaux domestiques mais aussi des animaux dans la vie sauvage, de parler plus seulement de l'enfant et de ses amis mais aussi des enfants des autres pays. Pour les pionniers, on va pouvoir commencer à parler de l'opposition entre la ville et la campagne, donc la vie des enfants en ville, la vie des enfants à la campagne. Et on va commencer petit à petit à introduire effectivement les questions révolutionnaires, la lutte des ouvriers et la vie des héros qui ont été dans la clandestinité, voilà, ce genre de choses. Avec, là encore, toujours une importance pour le rythme, l'action, les choses qui bougent. Donc comment est-ce qu'on va parler donc pour la tranche d'âge d'après aux enfants du premier plan quinquennal? On a une forte tradition du poème dans les livres russes, donc on a beaucoup, un peu comme en Angleterre, on a beaucoup de textes rimés pour les enfants. Donc on va retrouver le poème sur le thème du plan quinquennal avec cette idée qu'on peut avoir une mobilisation émotionnelle aussi. Donc on a par exemple Kirsanov, qui est un des exemples que je vous montre ici, le plan quinquennal. Donc Kirsanov, c'est un poète futuriste qui sort son premier recueil en 1926 et de nombreux autres d'ailleurs. Et son mentor, c'était Maïakovski, donc il va reprendre le flambeau de son mentor. Et en 1931, il écrit le plan quinquennal qui est censé être la suite du dernier long poème inachevé de Maïakovski, Au sommet de ma voix. Donc c'est un poète et un militant très actif qui participe à beaucoup de journaux ouvriers, qui visite des chantiers de construction, qui publie des textes de propagande, etc. Donc il sort en particulier ce livre et puis un autre qu'on verra juste après. Et voilà, celui-ci en particulier. Donc, qui est cette fois illustré non plus de photographies, mais par des dessins de Deineka. Et puis il y a bien sûr alors là, des récits qui visent une adhésion non plus vraiment émotionnelle, mais tout à fait consciente du spectateur. Donc là encore vraiment dans la forte tradition du texte argumentatif, souvent avec des tas de chiffres, de cartes, donc des éléments assez concrets avec une dimension documentaire très appuyée. Donc là, que construisons-nous? Nous avons cet exemple-là qui est au format paysage avec un système de panorama des grands chantiers avec un texte explicatif. Il paraît en 1930 celui-ci, et puis il y a la suite qui est une version développée en fait du précédent, récit d'un grand plan, une version approfondie du livre précédent, puisqu'il a 176 pages au lieu de 16. Donc là, vraiment, on détaille le plan, les différents secteurs, les réalisations, les objectifs, on justifie les choix effectués, les principes de l'économie planifiée qu'on compare avec l'économie capitaliste, etc. Et puis, donc ça c'est un exemple de l'intérieur.
on a cet autre type de livre qui vise aussi à une sorte de vulgarisation scientifique, mais qui pose beaucoup de problèmes. En fait, ce livre-là, en particulier, on ne sait pas vraiment comment le situer. Et d'ailleurs, la critique s'est emparée de cette réflexion, puisqu'on ne sait pas vraiment pour quelle tranche d'âge c'est. C'est-à-dire que les dessins sont simplifiés. On suppose que ça s'adresse plutôt à un petit enfant. Et en même temps, quand on regarde d'un petit peu plus près les éléments, et en particulier le texte, on a des chiffres extrêmement précis, de production, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un livre un petit peu problématique qui essaye de prendre en compte quelque chose, mais qui manifestement se retrouve confronté à cette difficulté de devoir parler d'un certain sujet et avec beaucoup de difficultés. Donc, pour vous détailler un tout petit peu le principe de ce livre, donc vous le voyez, c'est un dépliant, mais je ne sais pas si vous voyez en haut, il y a une sorte de coupure au milieu du livre. C'est parce qu'en fait, ce sont des rabats. Donc, on peut ouvrir encore le livre. Chaque page est consacrée à un aspect du plan, indiqué par le titre, donc l'électrification, c'est ce que vous avez complètement à gauche. Vous avez le pétrole, vous avez donc voilà différents thèmes, le charbon, la chimie, l'acier, la forêt, la culture. À chaque fois, donc on le voit ici, c'est résumé par une illustration en couleur, simplifiée, avec un chiffre clé qui se rapporte aux réalisations de l'année 1927-1928. Et quand on soulève le rabat, on découvre les objectifs chiffrés pour l'année 1932-1933, avec un texte explicatif qui vient compléter une autre illustration en couleur et montrer donc des éléments dans une forme simplifiée. On a deux types d'images dans ce livre. Donc on a des cartes de la construction électrique, des fabriques, des usines, de la collectivisation de l'agriculture, et on a une vingtaine de dessins avec texte qui visent à caractériser la taille et le volume de la vie économique et culturelle, donc en lien avec le plan quinquennal. Donc il y a cette idée de donner, j'allais dire, une échelle de grandeur en fait. On travaille autour de cette idée de l'importance quantitative de ce plan quinquennal. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? Quels sont les principes illustratifs? Vous en avez déjà eu un aperçu. On voit, on a des photos, des dessins. Dans les ouvrages pour les enfants à partir de 10 ans, les dessins sont très rares et en fait, on utilise beaucoup la photographie. Et cette photographie se révèle tout à fait identique à celle des adultes. Et effectivement, c'est vrai que la prise en compte de la tranche d'âge, j'allais dire même adolescente, c'est quelque chose d'extrêmement tardif dans le domaine éditorial pour la jeunesse. Donc, à partir de 10 ans, les ouvrages sont quand même assez semblables à ceux des adultes et il y a assez peu de différence. Donc on l'a dit, je n'ai rien trouvé vraiment sur le plan quinquennal pour les enfants de moins de 7 ans. Et donc c'est un peu plus varié pour cette tranche d'âge de 7-9 ans, où c'est un peu plus flou. Donc si on regarde d'un peu plus près, on a pour cette tranche d'âge à la fois des photographies et puis des dessins, souvent simplifiés. Sachant que la question de la simplification du dessin à destination des enfants, ça a aussi fait l'objet de pas mal de débats. Est-ce qu'il faut donner à l'enfant un dessin simplifié? Alors ça, c'est une grande idée qu'on a depuis le 19e siècle. L'enfant est quelqu'un de simple, il ne comprend pas la complexité, donc on va lui montrer un dessin simplifié pour être sûr qu'il comprenne. Il y a cette idée-là qui est très ancrée depuis le 19e siècle. Donc est-ce qu'il faut lui donner un dessin simplifié qui va donc correspondre à ses facultés cognitives et perceptives, ou est-ce qu'il faut lui montrer un dessin un petit peu plus complexe, un peu plus détaillé? Est-ce qu'il faut rester dans quelque chose de schématique? Et qu'est-ce que veut dire exactement schématique? Là, on discute beaucoup autour de ce thème et on est en fort désaccord sur ces questions-là. Donc, je regarde l'heure. Oui, j'ai encore un tout petit moment. Pas beaucoup. Donc je passe sur la question de ces débats, effectivement. Les principaux, alors l'articulation entre le texte et l'image et la façon, donc ce qu'on va trouver comme type d'image dans ces ouvrages. On a à ce moment-là un fort remploi. Donc vous avez vu qu'il y a des photographies. Ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes photographies d'un livre à l'autre. Ce ne sont pas forcément des photographies qui sont réalisées pour un ouvrage en particulier. Donc on va retrouver... Voilà, pardon, c'était les exemples de cartes. Voilà, vous avez la version repliée, la version dépliée, avec à chaque fois la différence d'objectif. Donc, dans ce débat, faut-il donner des images faut-il finalement même créer des images spécifiquement pour les enfants? Il y a des artistes qui vont répondre. Est-ce qu'il faut simplifier les images pour les adresser aux enfants? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes pour les adultes? Il y a certains artistes qui ont un peu réglé le problème, puisque cette question de donner aux enfants des images simplifiées, elle se pose aussi pour le spectateur de masse, c'est-à-dire pour l'ouvrier, qui lui aussi est considéré comme ayant un esprit simple. Donc, on va aussi lui donner des images simplifiées.
simplifié. Et de fait, il y a effectivement certains artistes dans les années 20 qui travaillent à une forme de réalisme synthétique, donc avec des images synthétiques, avec du montage, avec un dessin relativement simplifié. Et on va retrouver exactement les mêmes dessins qu'ils s'adressent aux adultes ou qu'ils s'adressent aux enfants. Donc c'est le cas par exemple de Denisovski ici. Donc il sort ici un livre d'artiste sur charbon, fonte et acier. On va retrouver exactement les mêmes dessins dans son livre pour enfants sur le camarade Artiem, qui est le nom de la première mine d'État en Ukraine. Donc on va retrouver exactement les mêmes dessins. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il est parti en voyage, en mission de création là-bas. Donc c'est un voyage d'artiste. Il est allé étudier directement pour rapporter le livre d'artiste. Il en a rapporté le livre pour enfants et il a aussi rapporté des dessins de presse, donc, que vous voyez ici sur la droite. Donc on retrouve exactement les mêmes dessins dans le livre d'artiste, qu'on retrouve en dessous dans le livre pour enfants et qu'on retrouve ici dans son dessin de presse. Là, exactement la même chose aussi. Donc, on a des remplois, on a des dessins qui circulent d'un support à l'autre, et ça fait partie des choses que j'aimerais étudier un peu plus en détail, justement, ces circulations et ces remplois d'un domaine à l'autre. Donc, dans l'album d'artiste de Denisovski, l'intro précise que l'artiste a reflété les moments spécifiques de la construction technique, mais il y a un bémol, il n'a pas vraiment montré toute la dimension socialiste, les spécificités socialistes par rapport à la production capitaliste. Donc, mais en même temps, on loue chez lui l'effort de généralisation. Donc voilà comment c'est admis. Donc là, encore des cas de réemploi. Voilà, je voulais vous montrer celui-ci pour terminer peut-être. Ce livre, donc illustré par Deineka. Alors ça, c'est un tableau de Deineka et ça, c'est le livre qu'il a illustré, le poème de Kirsanov qu'il a illustré. Donc, dans le livre, on a, comme c'est généralement le cas finalement, avec ces photographies qui circulent, on le voit, les photographies comme les images, comme les dessins sont très génériques. On ne peut pas forcément les situer. Ce sont des symboles, ce sont des emblèmes de la construction industrielle. On ne sait pas si c'est situé à tel ou tel endroit. Et c'est souvent le texte qui va prendre en charge cette valeur informative et qui va préciser en disant, voilà, c'est tel chantier de tel endroit. Et donc, on a ce rapport texte-image récurrent. Donc, on a des symboles, des éléments clés, des éléments types. Et là, on va retrouver donc, dans le livre... Voilà, on va retrouver ici le thème de la marche en avant qu'on avait déjà dans le tableau, plus d'autres représentations. Voilà, et la marche avec les drapeaux aussi, qui est un thème récurrent, avec les tracteurs de la collectivisation. Est-ce que je l'ai remis après? Voilà. Donc on va retrouver les moissonneuses-batteuses ici en bas, le thème de la marche avec les drapeaux, le thème de la marche enthousiaste. Donc là, juste pour vous donner une précision sur ce tableau-là, c'est un tableau de 1932 qui est une sorte de synthèse de l'histoire. Ça s'appelle Qui l'emportera? Et donc vous avez la prise du Palais d'Hiver, la guerre civile, la période de reconstruction 1924. Au centre, les grands chantiers du premier plan quinquennal et une suggestion de l'avenir avec cette marche vers l'avant et ce tableau inachevé ce tableau laissé inachevé sur la droite, donc qui montre que l'avenir est encore à construire et qu'on est en marche vers cet avenir radieux que tout le monde va construire et dans lequel on va s'impliquer. Donc on a là aussi cette circulation des images et cette même approche du tableau et de l'illustration pour enfants. Donc je vérifie. Et je vais juste, voilà, vu l'heure, je vais juste conclure sur la question de la réception critique en mentionnant que les principaux critères d'appréciation de la critique, pour l'instant relevés dans le domaine du livre illustré pour enfants, c'est la dimension informative et documentaire. Donc la critique s'attache surtout au texte et souvent assez peu aux images. Quand elle s'attache aux images, elle va chercher à identifier les éléments qui sont présents dans le texte. Et donc elle va souvent essayer de traquer l'erreur. C'est par exemple le cas pour le livre de Laptiev. On va y revenir. Pardon. Donc c'est par exemple le cas pour ce livre-là où on va souvent mentionner des erreurs en expliquant que le nombre indiqué dans le texte ne correspond pas au dessin. Par exemple, on a 35 usines sur le dessin au lieu de 42 qui sont mentionnées dans le texte. Donc on va vraiment s'attacher à ce genre de détail qui peut paraître tout à fait trivial, évidemment. Ensuite, le dessin laisse penser qu'on construit des stations électriques, mais le fond n'est pas là. La production d'électricité qui augmente, il faudrait expliquer au lecteur ce que c'est qu'un kilowatt, parce qu'effectivement, on se demande à qui on s'adresse. Et pour le jeune enfant, ces questions de chiffres, ça lui passe complètement au-dessus.
Donc, il y a un dessin sur lequel il y a des hauts fourneaux, il y a un dessin sur lequel il n'y en a pas. Alors, du coup, on ne comprend pas. Est-ce que les hauts fourneaux ont disparu entre 1927 et 1932 ? Ça devrait être l'inverse. Donc, on est vraiment dans la quête du détail iconographique. On explique aussi que la forêt est très mal rendue parce que le pays a une grande richesse forestière. Or, sur le dessin, il est montré un incendie de forêt. Donc, on a l'impression qu'avec le premier plan quinquennal, on va avoir continuellement des incendies de forêt. Enfin, voilà les réactions de la critique sur les dessins. Donc, on va chercher... C'est essentiellement une critique d'ordre iconographique et assez peu formelle, sauf quand il est question de ce schématisme ou pas schématisme, simplification ou pas simplification. Mais ça arrive assez rarement dans la critique. Donc on va chercher la conformité. Et quand on s'intéresse à la question du schématisme ou non, on va s'intéresser à la question de la lisibilité du dessin. Est-ce que le dessin est assez clair, est assez lisible et compréhensible pour l'enfant ? Et donc c'est encore une fois souvent rattaché à la question des éléments iconographiques. Bon. Voilà, je m'arrête là. J'espère vous avoir donné quelques éléments. Ce sont plutôt des pistes qu'autre chose, mais voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques éléments sur ce sujet. Merci de votre attention. Donc, je crois qu'on a un temps pour les questions, petit, c'est ça ? Oui ? Enfin, s'il y a des questions, on a 5-10 minutes. Alors, je ne peux pas répondre pour les imprimeurs encore, parce que c'est pas encore quelque chose que j'ai élucidé. Je peux vous répondre un petit peu pour les illustrateurs. Pour l'instant, ce qui apparaît, c'est que la profession d'illustrateur n'existe pas en tant que telle, enfin d'illustrateur pour enfants. Et c'est pareil en France d'ailleurs à ce moment-là. Donc on est vraiment dans une phase de professionnalisation, de création de cette profession d'illustrateur pour enfants. Donc on est dans quelque chose d'intermédiaire qui est en cours de constitution. Tous les artistes, la plupart de ceux dont je vous ai parlé là, ils font tous autre chose. Ils font de l'illustration parmi autre chose et de l'illustration pour enfants parmi autre chose. Donc il y a une grande polyvalence des artistes. Ça vient, on trouve la même chose en Allemagne, vous savez, avec le Bauhaus. Donc en Russie, en URSS, on a les Vroutemas. Donc on a cette formation technique qui est assez pluridisciplinaire. Et c'est vrai que souvent les artistes vont d'un domaine à l'autre, ne serait-ce que pour des raisons économiques, parce qu'on ne vit pas forcément bien de sa peinture ou quoi que ce soit. Donc il y a cette nécessité même économique d'être relativement polyvalent. Ce qui se dégage quand même, c'est qu'on a quelques grandes figures de l'illustration pour enfants, avec Konachevitch par exemple, avec Vladimir Lebedev. Ils font quand même d'autres choses à côté, bien que Konachevitch soit essentiellement illustrateur pour enfants. Donc on a quelques grandes figures, effectivement, qui illustrent beaucoup d'ouvrages, qui seront d'ailleurs un petit peu en difficulté au moment du premier plan quinquennal. Et c'est surtout à ce moment-là, comme la production aussi augmente, on va avoir besoin de beaucoup d'illustrateurs. Donc on va recruter assez largement parmi les artistes pour pouvoir simplement répondre aussi aux besoins de production, de création à ce moment-là. Mais voilà, ça s'institutionnalise petit à petit et la question de la professionnalisation vraiment commencera à être un petit peu plus marquée dans les années 30 que dans les années 20. Mais après, il restera une tradition dans les années 60. Par exemple, vous avez beaucoup d'artistes qui vont expliquer qu'en fait, ils illustraient des livres pour enfants parce que c'était ce qui leur permettait de gagner leur vie et de continuer à faire de la peinture ou à faire des arts plastiques en parallèle. Donc il y a cette idée qui s'est développée que l'illustration pour enfants pouvait être un refuge pour les artistes. C'est pas tout à fait comme ça que je le vois pour les années 20-30, où je suis plus dans cette approche d'une polyvalence par nécessité économique que d'une question d'un refuge, parce que c'était un genre qui était tout aussi regardé que le reste, et c'était pas forcément évident d'être illustrateur pour enfants non plus. Pour l'instant, c'est ce qui me semble. Ouais. Alors, c'est ce que je suis en train de recenser. Ça augmente. Vraiment, justement, ces années 28-32 sont un moment assez charnière où on va voir les tirages qui augmentent quand même assez fortement. Après, dans ces années-là, un gros tirage, ça va être 50 000, 100 000 exemplaires. C'est assez exceptionnel. Mais bon, voilà, avant, ce sont plutôt des petits tirages, quoi. C'est du 20 000, 25 000, 30 000. Donc, par rapport à l'échelle de l'URSS, c'est assez faible, en fait. Ah oui, c'est une excellente question. Alors,
des héros, un peu comme Mickey, le héros récurrent qui va... C'est ça que vous voulez dire? Alors, je n'en ai pas vu dans les livres illustrés. La question se pose justement dans le cinéma d'animation. C'est ce qui m'a semblé, hein, pour l'instant, c'est que ça se pose d'abord dans le cinéma d'animation, justement parce qu'il y a le personnage de Mickey qui fait sensation en URSS. Et donc, on est fasciné par cette figure du héros qui revient. Donc, on essaye de créer plus ou moins un héros. Après, il faut regarder peut-être un peu plus attentivement les magazines illustrés pour enfants qui se prêteraient peut-être plus à ça. Mais pour l'instant, sincèrement, je n'ai pas encore remarqué un héros particulier qui pourrait se distinguer. Donc, c'est quelque chose qui émerge dans les années 30, mais qui va se développer plutôt après, je pense. Alors, pas tellement. Il y a une exposition de livres pour enfants soviétiques en France, à Paris, à la Galerie Bonaparte, sauf erreur, en 1934, je crois. Il y a des efforts. Après, en revanche, ce qui se passe et qui est très intéressant, c'est ce qui se passe dans les éditions du Père Castor. Vous avez, où sont recrutés beaucoup d'artistes d'origine russe. Donc il y a Nathalie Parrain qui a été formée au Vroutemas, qui fait partie de cette génération d'artistes par exemple. Il y a Alexandra Exter aussi qui était une artiste d'avant-garde qui arrive. Donc en fait, quand vous regardez les albums illustrés du Père Castor des années 30, ils sont complètement dans une veine très proche de ce qui se fait à ce moment-là en URSS. Mais je crois que oui, vous aviez une question. Non. Très peu. En fait, ça marche pas. Non. Alors, il y a Pif Gadget qui s'exporte un peu, Pif et Pif Gadget qui s'exportent un peu bien plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, sous le manteau, un peu en tant que presse communiste. Mais vraiment, globalement, la BD en URSS et en Russie, c'est pas une grande histoire. Ça marche pas très bien. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais pour l'instant, ça apparaît plutôt comme un phénomène assez marginal. Là, je pense que c'est parce qu'on est dans ce contexte industriel et puis du coup, il y a aussi beaucoup de photos en noir et blanc et il y a toute cette tradition aussi du photomontage et des réflexions constructivistes qui travaillaient avec le rouge, le noir, le blanc. Donc on retrouve un peu ces codes graphiques et ils sont toujours très en usage au moment du premier plan quinquennal. Donc on va les retrouver déclinés d'une manière ou d'une autre. Après, je pense que si vous prenez aussi peut-être une autre thématique que la thématique industrielle, et je pense en particulier à la thématique sportive parce que j'ai aussi étudié un peu ça dans le domaine du livre illustré pour enfants, c'est beaucoup moins flagrant. Par exemple, vous avez beaucoup de jaune, de bleu et de vert parce que c'est le contact avec la nature, c'est le corps dans la nature. Donc, voilà. Oui. Bon. Oui. Oui. Alors après, moi je m'intéresse surtout aux enfants petits. Donc ça, c'est des choses qu'on va trouver pour les plus grands. Du coup, c'est illustré, c'est-à-dire vous allez plutôt trouver des sortes de petits romans avec quelques illustrations ponctuelles. Comme moi je travaille avant tout sur l'image, là, ce que vous citez, vous allez trouver surtout des livres, oui, des sortes de petits romans historiques, enfin biographies historiques, des petites choses comme ça, qui vont être souvent plus développées avec beaucoup de textes et peu d'images. Il y a quelques livres effectivement sur Lénine, quelques livres illustrés sur Lénine. Donc voilà, on en trouve, j'en ai dans l'ordinateur, mais du coup pas dans le PowerPoint. Donc on trouve effectivement quelques livres qui racontent un petit peu la vie de Lénine. C'est pas majoritaire. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème parce que, par exemple, Krupskaya, qui est la veuve de Lénine et qui est pédagogue et qui s'occupe beaucoup de la pédagogie au niveau de l'État et du parti, qui est un peu évincée à partir du moment où Staline prend la tête du comité central, elle se bat pour qu'elle essaye de dire oui, il nous faut absolument des livres sur la vie des dirigeants, en particulier sur la vie de Lénine, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est pas si fréquent. Ouais. Alors j'aimerais bien, c'est ça, c'est mon rêve, voilà. Mais malheureusement, la réalité est un peu différente. Oui, donc en fait, il existe une bibliothèque nationale pour enfants à Moscou qui est relativement bien pourvue et ils ont fait une grosse politique de numérisation des ouvrages, mais consultable uniquement depuis les ordinateurs situés à l'intérieur de la bibliothèque. Donc voilà, c'est un petit peu
un petit peu rageant. Bon, ceci dit, voilà, ils ont une grosse masse documentaire et ils ont quand même un site qui permet de faire quelques recherches thématiques. Après, c'est très éclaté. Alors, il y en a aussi à la Bibliothèque nationale de Moscou, il y en a aussi à Saint-Pétersbourg, et même, je pense que Saint-Pétersbourg est encore plus riche à cet égard. Après, vous avez aussi des collections, en particulier dans des bibliothèques universitaires américaines ou même à Oxford. Donc, j'ai travaillé aussi dans des collections à Oxford et à Londres, parce qu'il y avait des collectionneurs anglais qui sont partis avec leurs collections, qui étaient en relation avec des artistes soviétiques qui leur ont offert des ouvrages. Ils ont constitué comme ça des collections. Donc à Princeton, à la bibliothèque, il y a aussi une très très belle collection. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu... Et c'est effectivement compliqué parce que du coup... alors je travaille aussi à partir des recueils bibliographiques qui ont pu être édités à l'époque, qui ne sont pas forcément exhaustifs non plus, donc il faut recouper les informations, mais il y a certains ouvrages, certains recueils bibliographiques qui ont quand même le grand mérite d'exister et qui facilitent un petit peu la tâche. Mais voilà, ça marche encore pour les années 20, et après c'est vrai que dans les années 30, on commence à s'y perdre un petit peu plus. Oui. Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que ça commence beaucoup à la Révolution. Alors, j'ai pas encore beaucoup travaillé sur la question de la représentation de l'histoire et de la Révolution. Donc, du coup, j'ai une vue un peu partielle peut-être. Donc, peut-être que ma réponse est à prendre avec précaution. Mais c'est vrai que ça commence plutôt à la Révolution, les événements révolutionnaires, la guerre civile. Voilà, c'est quand même le centre d'intérêt est plutôt porté là-dessus. Ouais, c'est vrai. Oui. Ce qui est une tendance générale en fait, qu'on retrouve aussi dans la peinture. Enfin, vous voyez, c'est il y a cette nécessité très forte de construire une histoire soviétique et donc de la faire commencer à l'année 0 qui correspond à 1917 en fait. Donc c'est construire cette histoire, ces personnages références dans l'histoire, ces leaders. Et il y a cette nécessité là qui, je pense, est assez forte. Ouais. Il y avait juste une dernière question, je crois peut-être, oui. Mmh. C'est le seul que j'ai trouvé vraiment pour l'instant. Ouais, il m'a semblé assez étonnant d'ailleurs. Donc peut-être qu'il est dans une catégorie, comme je disais, qui est un peu frontière avec le livre scolaire, mais en même temps, en général, les livres scolaires sont extrêmement arides, ne sont pas très illustrés, donc voilà. C'est... Alors le livre-jeu, si, ça dépend ce qu'on entend par livre-jeu en fait. C'est-à-dire si vous avez livre-jeu au sens panorama, les choses qui se déplient, les choses comme ça, il y en a quand même. Alors on va avoir des choses à voir avec des lunettes rouges-vertes, là vous savez, à faire voilà, les sortes d'hologrammes. On a des livres de coloriage, hein, bien sûr, ça depuis longtemps aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, ce sont surtout, ce que j'ai vu pour l'instant, ce sont surtout des choses à manipuler. Plus que des choses sur lesquelles il faut effectivement écrire ou à compléter. Mais encore une fois, voilà, ça reste un peu à prendre avec précaution aussi comme réponse. Enfin, j'ai travaillé avec une personne qui a travaillé sur le livre jouet et elle parlait essentiellement de ces formes manipulables. Donc ça, voilà, on sait, on a l'existence du corpus et pour le reste, elle n'avait pas intégré ça dans son corpus. Donc voilà, mais j'en ai pas vu beaucoup, à part celui-là. Alors là, je vais vous faire une réponse un peu générale, du coup, mais qui est valable pour tout, pour la peinture, pour le cinéma. C'est qu'on est sans cesse dans une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'on admire éperdument les États-Unis, et en même temps, on est un peu obligé de les critiquer. Et c'est pareil pour l'architecture aussi. Enfin, donc on s'en inspire et en même temps on critique. Alors on critique plus ou moins ouvertement et on glorifie plus ou moins ouvertement aussi. Et là, ça dépend des gens. Donc ça dépend des personnes qui s'expriment et il y a des débats autour de ça. Et c'est vrai que dans le domaine du cinéma d'animation, vraiment l'arrivée de Walt Disney, ça a complètement chamboulé le système et on a essayé de repenser un système soviétique pour copier Disney, sa méthode de production, sa méthode de création,
voilà, l'utilisation de la musique, la fluidité des mouvements, enfin tout ça techniquement, d'un point de vue technique et scénaristique, ça a posé énormément de questions. Et là, je crois que les éloges étaient assez peu masqués. Il y a eu un enthousiasme assez fort. Donc bon, alors évidemment, selon les années, on est plus ou moins obligé de tempérer un peu son discours, mais c'est extrêmement présent. Voilà. Alors bien sûr, sur le côté capitaliste, on aura toujours une critique. C'est plus facile de le faire dans le domaine du livre illustré parce qu'il y a une tradition graphique russe qui existe. Il y a une tradition, c'est pas comme Walt Disney qui était une sorte de premier jet dans un domaine qui était tout nouveau. Mais voilà, mais il y a quand même, à certains égards, chez beaucoup d'artistes, une fascination pour les États-Unis. Donc ça s'exprime aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la place à la personne suivante. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions.